Ruffin, grève extrêmement forte à partir de demain soir, sur un mode un peu nouveau, 2 jours de grève tous les 3 jours. Vous l'entendiez tout à l'heure dans le journal, la ministre des Transports qui disait « mais personne ne peut comprendre que les Français se retrouvent paralysés par une grève longue ». Vous comprenez ? Oui, moi je pense qu'il y a en tout cas pas mal de Français qui comprennent déjà et qui vont comprendre de mieux en mieux. Je veux dire, personne ne peut comprendre la politique du gouvernement. D'abord, personne ne peut comprendre qu'on supprime des emplois aidés, qu'on prenne de la CSG aux retraités, qu'on fasse la loi travail pour les uns et qu'on supprime l'impôt sur la fortune pour les actionnaires, qu'on instaure la flat tax, qu'on vote la semaine dernière le secret des affaires. Donc plus que ce 2 poids 2 mesures, cette faveur permanente aux puissants contre les faibles, je pense que c'est la première chose qu'on ne comprend pas. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce que la SNCF? Que sont les cheminots de la SNCF? Ils ont la possibilité d'être une digue pour les autres, d'être un coup d'arrêt, de dire stop. Parce qu'on sait très bien que dans le privé, avec la loi travail, les gens, ils ont des difficultés à se mobiliser, ils sont peu syndiqués, ils ont peur de ce qui peut leur arriver dans leur entreprise. Les contrats aidés, c'est très compliqué quand on est ultra précaire de se mobiliser. Les retraités, bon, ils l'ont fait, mais voilà, on peut espérer que les cheminots soient une digue pour le reste de la société. Au-delà de leur sort, c'est ça que vous voulez dire? Évidemment, au-delà de leur sort, s'il jamais il y a un coup d'arrêt qui est marqué sur la réforme de la SNCF, c'est un stop pour les réformes qui vont encore suivre derrière. C'est bien ça qui se joue. Il ne se joue là pas que le sort de la SNCF, il se joue le sort du reste. Vous demandez à cette digue-là de tenir. Je lui demande de tenir, mais il ne s'agit pas qu'elle tienne tout seule. Il va falloir trouver les chemins pour que toutes les petites colères, là aujourd'hui, les petits ruisseaux de colère qu'il y a dans les EHPAD, qu'il y a chez les étudiants, qu'il peut y avoir chez Carrefour, eh bien, ils se rassemblent en un grand fleuve qui soit aussi un fleuve d'espérance. Parce que la colère fait les émeutes, seule l'espérance fait les révolutions. Donc il faut qu'on arrive à transformer ça en quelque chose de positif. Et je pense à autre chose. C'est-à-dire que... C'est quoi autre chose? Autre chose. C'est pas une grève, c'est pas une manif, c'est quoi? À côté de ces îlots, on a des îlots là de mobilisation, mais c'est un archipel insuffisant. Je pense qu'à côté de ça, on a comme un océan. On a un océan, et c'est ce qu'il y a de plus explosif, on a un océan de gens qui ont envie d'autre chose. On ne sait pas quoi. On n'imagine pas quoi, on ne sait pas exactement quoi, mais on veut autre chose. C'est-à-dire autre chose que il y a comme un couvercle aujourd'hui de posé sur la société, comme un ciel bas et lourd qui pèse sur nous, le ciel bas et lourd de la finance, de l'économisme, du fonctionnement. Il faut être fonctionnaliste, il faut voilà. Mais François Ruffin, au milieu de tout ça. François Ruffin, vous nous parlez de ce ciel bas et lourd, de ces envies d'autre chose. C'est quoi? Parlons un peu concret. C'est quoi cette envie d'autre chose? Vous la percevez comment? Et je vais vous le dire pour ce qui concerne la SNCF, par exemple. Vous regardez le projet de loi de la SNCF. On a le bonheur qu'on peut. Attention, là vous me répondez SNCF, mais oui. Vous m'avez parlé de tous les autres, on est bien d'accord. De ceux qui devraient s'agréger à ce combat-là. Je vais vous parler SNCF et je vais vous parler d'autre chose. Vous lisez le projet de loi. On a les bonheurs qu'on peut le week-end. Donc vous lisez le projet de loi. Dans ce projet de loi, c'est votre job à la fin. Vous avez 86 fois le mot concurrence. Vous avez 0 fois le mot réchauffement. Vous avez 0 fois le mot climat. Vous avez 0 fois le mot gaz à effet de serre. Vous avez 0 fois le mot biodiversité. Et là, on est sur le terrain des transports. On est sur le terrain des transports où on sait que c'est là-dessus qu'il y a la plus forte augmentation des gaz à effet de serre. On prévoit une augmentation massive du transport dans les prochaines années et ça n'est pas du tout intégré à ce projet-là. Eh bien, je pense que, par exemple, cette autre chose, c'est placer l'inquiétude environnementale au cœur de la politique. Donc il se trompe de combat. François Ruffin, juste une chose, je reprends votre mot, la digue. Vous demandez aux cheminots d'être une digue. Ça veut dire qu'en gros, vous leur dites, vous dites aux Français, ils sont en train de faire grève par procuration pour tous ceux qui sont mécontents de la politique du gouvernement. Or, c'est exactement ce qui s'est passé en 1995, parce qu'à l'époque, il y avait un projet de loi qui concernait bien au-delà des cheminots, des millions de Français à cause du système des retraites. Là, la réforme de la SNCF, elle concerne d'abord les salariés de la SNCF. En quoi les cheminots feraient grève par procuration pour tous les autres? D'abord, je ne leur demande pas de faire grève par procuration. Ah, c'est ça un peu que vous avez expliqué. Je vous dis, j'espère. En gros, vous dites aux Français, ils font grève parce que vous ne pouvez pas le faire. J'explique aux Français, j'explique aux téléspectateurs là, que le sens de la grève à la SNCF dépasse la SNCF. Il y a un enjeu qui est autre. Il y a un enjeu qui est plus général, qui est en effet
ensuite, est-ce que c'est un point d'arrêt? Est-ce que Macron, on le bat une fois et à ce moment-là, ça va être plus facile pour la suite. Il y aura une moindre arrogance en face, une moindre certitude qu'on peut avancer tranquillement en faisant plaisir pardon, à j'insiste, ses vous amis. disiez déjà la même chose, vous utilisiez quasiment les mêmes mots au mois de septembre lorsqu'il s'est agi des ordonnances sur la loi travail. Déjà, vous disiez, attention, derrière les lois travail, ça concerne tout le monde, il faut agréger les contestations. Et ça n'a pas tenu. Et ça n'a pas tenu. D'abord, je vais vous dire quelle était ma position à l'époque, parce que vous me mettez dans la bouche des mots qui n'ont pas été les miens. J'étais sceptique sur la possibilité de mobilisation à l'époque. Pourquoi? Parce que c'est trop tôt après la présidentielle. Il y avait une légitimité du président qui était élu. Donc, mais sur le fond, elle s'est affaiblie. Mais bien sûr que sur le fond, j'y étais opposé. Mais elle s'est affaiblie, cette légitimité. Pardon, elle s'est affaiblie, cette légitimité. Oui, elle s'affaiblit tous les jours. Mais comme la falaise qui s'érode, quoi. Mais il n'empêche. Et je dis, moi, personnellement, avec mes amis, je ferai tout ce que je peux pour que la SNCF ne soit pas isolée et pour qu'on trouve autre chose à côté. François Ruffin, vous avez décrit votre lecture du projet de loi sur le pacte ferroviaire présenté par le gouvernement. Ce projet de loi, c'est aussi un constat qui a été fait par le Premier ministre d'un service public qui fonctionne de moins en moins bien alors qu'il coûte de plus en plus cher. Est-ce que vous considérez qu'il fonctionne bien ou pas bien, ce service public? Vous savez, j'ai interrogé les ingénieurs de la SNCF, j'ai fait une enquête, regardé les statistiques de fret, la dette et tout ça. Mais finalement, ce que j'ai trouvé le plus parlant, c'est un contrôleur que j'ai croisé dans le train et qui m'a dit « Tu connais cette blague de Coluche ? Si on donnait le désert à des technocrates, eh bien, pas longtemps après, il faudrait importer du sable. » Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bousillé notre entreprise. Vous regardez, Elisabeth Borne, elle était à l'origine, par exemple, qui dit maintenant, je comprends pas. Oui, la ministre des Transports qui a travaillé 10 ans à la SNCF. Elle a été directrice de la stratégie de la SNCF pendant 10 ans. Et même auparavant, elle était dans les cabinets ministériels où elle a fait le choix de la directive de 97, où elle l'a imposée. Que s'est-il passé avec la directive de 97, c'était le démembrement de la SNCF, c'était l'explosion de la dette et c'était la division par 2 du fret ferroviaire. C'est une catastrophe écologique. Mais comment aujourd'hui, et je prolonge la question de Bruno, en gros, effectivement, Elisabeth Borne, elle le disait tout à l'heure, on l'entendait dans le sujet. C'est son échec d'abord, la SNCF. Le monde change, mais elle disait le monde change, la SNCF doit changer. Est-ce que vous dites, il faut quand même changer des choses à la SNCF, sans doute évidemment pas du tout comme le fait le gouvernement, mais qu'est-ce que vous proposeriez si vous n'étiez pas dans l'opposition, mais au pouvoir? Mais bien sûr, je veux dire, évidemment qu'il faut changer des choses à la SNCF. Vous savez, moi, j'ai eu 41 000 km de train, je dois être l'un des recordman. Donc la SNCF, je l'ai vu. Vous feriez quoi? Moi, ce que je ferais, d'abord, il faut que le rail ne soit plus payé par la SNCF. C'est une aberration. Oui, c'est une aberration. Aujourd'hui, ce ne sont pas les camions qui payent les routes et les autoroutes. C'est pas vrai. Ce ne sont pas eux qui payent. Pourquoi il y a une explosion de la dette? Qui devrait payer le rail? Eh ben, c'est à l'État de payer. Ce sont des infrastructures. On souhaite mettre en place de nouvelles infrastructures. Ce n'est pas au train qui circule dessus de payer. Donc on sépare rail et train. Dans mon coin, on va faire le canal Seine-Nord. Peut-être. Mais si jamais un jour ça se fait, c'est pas les péniches qui vont payer pour le faire, ce canal. Et là, on est dans cette aberration où, en matière de rail, on fait payer le transport, le rail par ce qui circule dessus. Et la deuxième chose que je ferai, c'est ce que j'appelle une politique de classe en matière de transport. Je suis arrivé ici, là, dans vos locaux de BFM, et vous avez un espèce de bandeau qui, à l'entrée, diffuse les informations. Ça nous annonçait quoi? Ça nous annonçait le remboursement des billets de TGV sera assuré sans problème pour vous. Mais pourquoi on nous parle spécifiquement du TGV? C'est une vraie politique de classe aujourd'hui, ce qui se passe. Ce que vous voulez dire, c'est que le TGV, c'est devenu la première classe et que le reste des trains, c'est devenu la deuxième, voire même troisième classe. On a une politique de prestige sur le TGV, avec des lignes qui fonctionnent, et, enfin, je veux dire, qui sont rentables et ainsi de suite, et d'autres qui auraient été construites pour des raisons de prestige, parce que les élus voulaient leur yard TGV et ainsi de suite, qui, d'abord, créent un coût, et ensuite qui font que on a une première classe qui est assurée là-dessus, et ensuite les intercités, on les a laissés tomber. Il y a des tas d'endroits où on a remplacé les trains par des cars, et le confort d'un car, c'est quand même pas celui d'un train où vous pouvez travailler confortablement et tout ça. Donc les deux choses que je ferai pour commencer, c'est faire financer les infrastructures non plus par les premières classes, c'est-à-dire par les TGV au fond. Pardon ? Et de faire porter le coup sur ce que vous appelez désormais les premières classes, qui ne disent pas leur nom. Il ne s'agit pas de faire porter le coup, il s'agit de dire qu'on réoriente
la politique de transport, on cesse d'en faire plus pour le TGV, et on a à l'œil ce qui se passe sur les intercités. Si j'ai bien compris, c'est dans le projet de gouvernement. Ben, c'est pas si clair. j'ai bien compris. En tout cas, il n'y a pas de projet de développement. Il y a une enveloppe financière qui a été débloquée. Il y a juste de dire, on arrête de faire des infrastructures sur le TGV. Oui, mais pour l'instant, il y a rien là. Mais ça ne veut pas dire forcément pour vous développer les autres. Dans mon coin, c'est concrètement l'abandon de la ligne Abbeville-Le Tréport. Voilà. Concrètement, je peux vous raconter des histoires de mères de famille qui, devant aller entre Abbeville et Hesdin, le week-end pour récupérer leurs gamins, ne parviennent plus à faire ça parce que les trains sont remplacés par des cars qui sont beaucoup plus longs, donc elles ne peuvent plus faire l'aller-retour dans la journée. C'est concrètement ça. Comment on rend service aux gens? Ça devait être au cœur du problème. Plutôt que d'avoir 86 fois le mot concurrence, la question qui devrait être posée, c'est comment on rend service aux gens, comment on détruit le moins possible l'environnement. Vous parliez tout à l'heure de toutes ces petites colères qui devraient faire une grande rivière. Et vous évoquiez de vous-même la question de Carrefour. Carrefour qui était face à une grande grève des salariés des hypermarchés Carrefour hier, qui protestent contre les montants de la participation qui à leurs yeux sont trop petits, et puis sur l'inquiétude face aux suppressions de postes. Là encore, on est confronté à une question qui est celle du changement. Tout à l'heure, je parlais d'Elisabeth Borne qui dit que toute la réforme est justifiée par un changement de monde. Aujourd'hui, les patrons de Super U, de Carrefour disent qu'il y a un changement dans le mode de consommation. Et ils prédisent même la fin des grandes surfaces. Est-ce qu'il y a un moment où il ne faut pas accompagner ces transformations plutôt que les refuser ? Écoutez, la première chose à faire, c'est quand même voir le niveau d'injustice dans lequel on se trouve. Carrefour, vous avez cité le patron de Carrefour auparavant dans le film Merci Patron, puisque c'est Bernard Arnault qui est l'actionnaire principal de Carrefour. Bernard Arnault qui est devenu, après Forbes, l'homme le plus riche du monde, enfin le quatrième homme le plus riche du monde, qui a vu sa fortune augmenter de 30% en un an, de 30 milliards en un an, quand d'un autre côté on a des caissières au SMIC. Je m'amusais au temps où j'allais voir les ouvrières de CCE à dérouler une frise pour voir si on rapportait le salaire de leur PDG à leur salaire à eux, jusqu'où on monterait. Combien de temps il faudrait combien de temps il faudrait. Donc j'ai fait le calcul là rapidement pour Bernard Arnault. Il faudrait 1,5 million d'années, c'est-à-dire c'est l'apparition de l'Homo erectus. Vous voyez, il faut imaginer donc les caissières travaillant pour obtenir la fortune de Bernard Arnault. Avec leur participation et tout ça, pour obtenir une année, de travaillant depuis l'âge des cavernes jusqu'à aujourd'hui, pour obtenir une année de salaire de Bernard Arnault. Et c'est à elle la double injustice. C'est que non seulement elle gagne ça par rapport à lui, mais c'est à elle qu'on vient dire qu'elle gagne trop. Qu'elles, il faut les licencier, qu'elles doivent se reformer, être plus compétitives sur le marché. Enfin, vous voyez, à un moment, alors qu'elles acceptent déjà des temps partiels contraints. Pardonnez-moi, c'est très important. Vous mettez le doigt sur quelque chose, me semble-t-il, de très important. Il y a des dizaines, des centaines de métiers qui, dans les 10, 15, 20 ans, vont disparaître. Et donc, la formation, changer de vie, changer de formation professionnelle, changer de carrière, ça va être indispensable. Indispensable. Et j'imagine que vous en êtes conscient. Ça concerne, entre autres, les gens de la grande distribution. Comment on fait si on refuse tout, non pas le licenciement, ça c'est une chose, mais le licenciement accompagné avec autre chose, une formation, un changement de vie professionnelle. Oui, mais il faut savoir à qui on fait payer ces transformations-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, on me parle des emplois de service. La preuve du contraire, c'est l'État, en l'occurrence, qui paierait la formation. Ça me va pas. Je veux dire, en l'occurrence, quand on voit chez Carrefour, avec les données que j'ai dites, c'est pas à nous de payer pour ça. Alors qu'elles ont, je le dis, vécu pendant des années. Parce que vous dites l'État c'est nous, donc ça devrait être pour le coup les patrons qui payent. D'abord, et ensuite, il faut garantir une véritable sécurité, une assurance, un filet, qu'on n'ait pas l'inquiétude de se retrouver sans rien à l'avenir. Je vais jusqu'au bout. Dans la loi travail, dans les ordonnances auxquelles vous étiez opposé, il y a un compte personnel de formation désormais, non plus en heures, mais en argent. Et en plus, qui est accompagné d'une portabilité. Vous changez d'entreprise, ce compte vous suit dans la suite de votre carrière. Ça, pour le coup, c'est un progrès. Je pense que, par exemple, là, pour moi, l'une des réponses pour les salariés Carrefour, ça va être les emplois de service. Pour moi, il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui est la structuration des emplois de service. C'est-à-dire de tout ce qui est aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, et qui aujourd'hui est une véritable jungle salariale. D'accord, oui. Si jamais on dit qu'il doit y avoir un basculement
vers des emplois de service, eh bien, il faut structurer ces métiers. Il faut cesser d'en faire une jungle avec, moi je le vois dans la Somme, des gens dont le statut est bouleversé, dont on ne paye plus les frais de déplacement. Voilà, c'est une véritable dégradation parce qu'on sent la possibilité de mettre en concurrence des salariés précaires. Donc c'est l'un des chantiers, pour vous, c'est l'un des chantiers qui devrait être prioritaire. Moi, si j'étais au gouvernement, à la fois en termes de création d'emplois et en termes de sécurité de cet emploi. Oui, tout à fait. J'en ferai un chantier prioritaire, c'est-à-dire que la question, c'est la même question que je posais sur les femmes de ménage à l'Assemblée. Quand vous avez parlé de ces invisibles. Voilà. C'est comment on fait pour assurer un statut à ces salariés. Et non pas comment on fait pour dégrader le statut de ceux qui en ont un, mais comment on fait pour faire gagner un statut aux auxiliaires de vie sociale, aux assistantes maternelles, aux femmes de ménage et ainsi de suite. Et je pense que là, si jamais il y avait une vraie structuration de ça, on pourrait parler vraiment de silver economy et on pourrait avoir des glissements, par exemple, vers des métiers qui, en plus, sont des métiers intéressants, sont des métiers de travail subtil, qui sont des métiers de tendresse, qui sont des métiers de soins, qui apportent des choses aux gens. Vous voyez, par exemple, là, il y a les EHPAD. Mardi soir, j'interviens à l'Assemblée nationale sur cette question, puisqu'il y a un rapport d'information d'une mission d'information qui a été rendue par ma collègue Caroline Fiat et par Monique Iborra, qui a été rendu au gouvernement. Et page 8, on lit très clairement, où est-ce que c'est on lit très clairement, c'est marqué noir sur blanc, le sous-effectif engendre de la maltraitance. C'est écrit noir sur blanc. Dans les maisons de retraite. Donc vous dites là, il y a du boulot. Ben oui, là, il y a du boulot. Maintenant, la proposition d'ailleurs qui est faite par ce rapport, c'est d'augmenter le taux d'encadrement, d'augmenter le ratio, de passer de 60 soignants pour 100 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 60 soignants en permanence, compte tenu du fait qu'on travaille 35 heures, qu'il faut être là 24 heures sur 24 pour les personnes âgées. Alors que la moyenne en Europe, c'est un soignant par personne. Hein. Dans certains pays. Oui. Mais disons que là, la proposition, c'est d'aller vers 0,6. Donc vous voyez, c'est en dessous. Que répond la ministre? La ministre Agnès Buzyn répond « La France n'a pas les moyens budgétaires de garantir ce taux ». On est dans la 5e ou 6e économie mondiale. Et on vient nous dire que la France n'a pas les moyens d'assurer le taux qui va faire qu'il y aura moins de maltraitance dans les maisons de retraite. Eh bien, si jamais on n'est pas capable de l'assurer pour les EHPAD, comment on va l'assurer pour les auxiliaires de vie sociale? Mais de la même manière, dans les écoles, pour les personnes qui s'occupent des handicapés, comment ça se fait que ces autres AVS, dans les écoles, eh bien, ce soit sur des statuts extrêmement précaires? Voilà, des champs pour vous d'emploi. Et alors même que vous disiez à l'instant que vous espériez que les différentes mobilisations s'agrègent, eh bien, on apprend à l'instant qu'Air France annonce 2 nouvelles grandes journées de grève le 10 et 11 avril prochain. Donc, il semble effectivement que l'archipel dont vous parlez s'élargit. François Ruffin, on se retrouve dans un instant. On verra que vous dénoncez beaucoup, mais il y a une question qui me taraude, c'est est-ce que vous agissez? Est-ce que vous n'êtes pas un peu et en même temps journaliste comme vous l'avez été, et en même temps dénonciateur comme dans le documentaire, et en même temps député? Je voudrais juste qu'on voit ce que c'est que le style Ruffin à l'Assemblée, dans l'hémicycle, depuis le début de ce quinquennat. Pardon? S'il vous plaît. Dans les usages, ok. Bon, vous êtes la ministre des Sports, mais vous ne nous avez parlé que de compétitivité, de part de marché, d'attractivité, avec un raisonnement de trader. Je voudrais vous en parler autrement, humainement. Délaissez un instant les belles paroles. Ne me répondez même pas un mot, pas une phrase. Je n'en serai pas outré. Faites simplement un geste. Sortez le carnet de chèques. Merci. François Ruffin, vous savez dénoncer, vous savez exprimer vos colères. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que vous réussissez à agir? Oui, il y a un découragement qui est évident. Quand sur le moindre amendement, on se retrouve face à un mur, quand on se lève le matin pour aller de défaite en défaite, même pour changer un y compris en ou, quand on se retrouve enfermé dans cette Assemblée nationale et qu'on a l'impression d'étouffer, quand on est là face à une chambre d'enregistrement des désirs du président, il y a quelque chose qui provoque de l'abattement. C'est indéniable, quoi. Il y a des moments où vous vous demandez un peu ce que vous faites là? Bah, écoutez, moi, très sincèrement, j'ai décidé de démissionner, quoi. Ah, de démissionner? Ouais, j'ai décidé d'arrêter. De démissionner? Oui, voilà, au mois de juin, je passe à autre chose, quoi. Vous arrêtez?
On sent même une certaine émotion quand vous êtes en train de me le dire. Je vois votre regard que les téléspectateurs voient pas forcément, mais vous en avez parlé. Vous jetez l'éponge, vous arrêtez. Poisson d'avril. Ah, d'accord. mais vous savez bien jouer. Alors attention, moi je m'arrête là un instant parce que justement, non mais ça prouve, que vous savez très bien jouer la comédie, François Ruffin. Bien sûr. Est-ce que tout cela, globalement, c'est pas une comédie? Tout cela? Ouais. Non, vous savez, il y a des bagarres qui sont faites avec conviction et je peux vous dire que je suis bien convaincu que pendant encore 4 ans, je serai là à l'Assemblée et devant l'Élysée et avec les gens à la tribune de l'Assemblée comme vous m'y avez vu, mais en commission pour défendre le moins d'amendements et dans la rue avec les cheminots et dans la rue avec les EHPAD et dans la rue avec les cartes. Mais il y a une chose qui n'est pas un poisson d'avril, c'est la question très sérieuse sur votre efficacité. Vous dénoncez beaucoup de colère, vous l'avez souvent exprimé, mais vous avez longtemps été observateur, vous avez pointé du doigt tout ce qui ne va pas. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'être passé du côté des acteurs? Mais j'ai toujours eu le sentiment d'être acteur aussi. Vous savez, déjà quand j'étais journaliste, je faisais du journalisme que je considérais comme étant du journalisme d'information. C'est-à-dire que j'étais dans un petit journal, Fakir, vous l'avez cité, où on peut pas avoir le sentiment que quand on dénonce quelque chose, derrière les choses se transforment. Il faut mettre les mains dans le cambouis soi-même. Il faut aller chercher les gens. Il faut faire tout pour que un accident du travail, il y ait un procès suite à ça. C'est déjà été de l'action quotidienne. Nuit debout, c'était aussi une forme d'action de dire on peut pas se laisser aller là à la résignation. Donc de toute façon, moi je vois plutôt une continuité entre mon rôle pendant 19 ans, et ce que je fais aujourd'hui. Je voudrais qu'on écoute justement un pour qui c'était pas un poisson d'avril, qui a démissionné cette semaine. C'est Stéphane Gatignon qui était maire de Sevran. Écoutez. Moi, je me suis exprimé assez longuement, j'étais certainement un peu caricatural, et c'est là que le fameux chien de Mézard a aboyé quand j'intervenais, donc ça donnait une situation incroyable. Le vrai problème, c'est l'absence du politique. Le ministre n'a rien dit dans cette réunion. Il a laissé faire la technostructure, pour moi la bureaucratie, quand je dis dans le monde un peu violemment, mais pour imager, c'est la stagnation brejnevienne, tout ça. Dire qu'il se passe plus rien, c'est l'immobilisme. Stéphane Gatignon, qui était mon invité à midi, qui a été 17 ans maire de Sevran et qui aujourd'hui jette l'éponge en disant j'en peux plus, ça marche pas, constat d'échec. Est-ce qu'il n'est pas un peu plus sincère que vous? Moi, je veux vous dire, tout dépend le point de comparaison qu'on a. Moi, j'ai jamais cru que à l'Assemblée, à l'Élysée, vous y voyez déjà un petit peu quand même. Candidature en 2022, non? Non, mais c'est pas ça. Mais c'est plutôt que, comme vous parlez de lieu d'action, en fait, c'est comme si aujourd'hui on était dans une monarchie. Parlementaire soi-disant, mais le Parlement, il est tellement une chambre d'enregistrement qu'au fond, on est dans une monarchie absolue. Bon, mais donc le lieu d'action, c'est l'Élysée. Je sais très bien ce qu'est le Parlement, et je le savais quand je candidatais, et je l'ai dit à mes électeurs. Je vais rien vraiment pouvoir changer pour vous. Si je peux faire super assistance sociale de secteur, je peux résoudre des problèmes. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui avaient un problème avec leur facture SFR. Il y a une copine qui est une bonne sœur rouge qui a dit attention, on va prévenir François Ruffin, et hop, les problèmes avec SFR ont été résolus. Donc épouvantail multinational, bon, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, je savais déjà pendant ma campagne que c'était pas par l'action que ça changerait, c'est le verbe. Ce que j'ai, c'est le verbe. C'est que j'ai une tribune. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux me tenir droit pour les gens. Je peux ne pas courber les chines pour les gens. Ça veut dire que c'est la même chose au fond. Faire un film, créer un journal ou être député. C'est une fonction de tribune. J'ai conquis une tribune pendant 5 ans. Et vous savez, c'est pas rien. Moi, quand j'étais ado ou même un peu plus tard, j'avais le sentiment qu'il n'y avait personne pour me représenter, qu'il n'y avait personne qui portait ma parole dans l'espace public. Et je me sentais asphyxié. Et les quelques fois où je me souviens de Serge Halimi passant à la télé, ou de Xavier Mathieu, par exemple, quand il s'est mis à dire avec Pujadas, mais la violence, elle est de quel côté? Ça me faisait du bien, parce qu'il y avait quelqu'un qui portait ma parole. Et j'ai le sentiment que c'est mon rôle aujourd'hui. Et les gens me le disent d'ailleurs, vous nous apportez de l'air, c'est une bouffée d'air, ça nous fait du bien. Voilà, c'est ce sentiment d'asphyxie. Et paf, on vient, on parle pour eux, on soulève le couvercle. En soi,
pour aujourd'hui, ça ne change rien. Mais ça prépare, moi j'espère, être une contagion d'une forme de liberté. Je m'exprime librement à la tribune de l'Assemblée nationale, et quand ils sont pas contents, c'est pareil. S'ils sont pas contents que je montre un maillot de foot et que tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de me payer une amende de 1 400 €. Ce qu'ils ont fait, hein. Vous avez effectivement été pénalisé sur votre... C'est comme ça, c'est pas grave. Bon, et j'espère être une contagion de cette liberté, quoi. François, vous avez toujours été votre propre patron, sans mauvais jeu de mots avec votre documentaire, mais vous êtes le patron de Fakir, vous avez toujours agi de façon indépendante, sauf que, à la différence de tout ce qui vous est arrivé avant, maintenant vous êtes dans un groupe parlementaire, vous avez une discipline partisane, vous êtes obligé de suivre ce que dit Jean-Luc Mélenchon, de suivre ce qui se dit dans le cadre du collectif à l'intérieur de la France Insoumise. Est-ce que ça, très franchement, ça vous pèse pas un peu? Est-ce que ça vous empêche pas d'être le François Ruffin qu'on connaissait avant? Non, mais alors, je sais pas, est-ce que... Vous n'allez pas me dire que vous êtes d'accord avec toutes les prises de position de la France Insoumise depuis quelques mois? On peut jouer au jeu des 7 différences avec Jean-Luc Mélenchon, et sa culture n'est évidemment pas la mienne. 30 ans de parti socialiste et ainsi de suite. Bon, moi, j'ai jamais été membre d'un parti, donc évidemment, c'est pas pareil. Et là, c'est le cas. Non, je suis toujours pas membre d'un parti, qu'importe. Vous êtes membre d'un groupe. D'accord. Mais simplement, moi, ce que je vois dans Jean-Luc Mélenchon, c'est que c'est l'homme qui a remis notre gauche debout. Il serait pas là, notre gauche, elle serait atomisée entre les restes débris du Parti socialiste et l'atomisation de l'extrême gauche. Là, on a une gauche debout et debout sur 2 jambes. Donc la discipline partisane, ça vous va très bien. Je vous réponds après. Et debout sur 2 jambes qui sont les miennes, le rouge et le vert. Le social et l'écologie. Donc ça nous fait quand même une base de travail commune qui, moi, me pose pas de problème pour être un compagnon de route. Et maintenant, je vais vous dire, à ma grande surprise, parce que je suis rentré là-dedans avec beaucoup de méfiance. Comme j'étais rentré là-bas, si j'y suis, de Daniel Mermet, avec beaucoup de méfiance, compte tenu des tempéraments explosifs qui nous étaient décrits chez l'un comme chez l'autre. Je n'ai que d'heureuses surprises dans la gestion du groupe. Ce qui veut dire que la marge de liberté dont je dispose, elle est énorme. Et franchement, c'est pas du tout là qu'est ma frustration. Elle est où votre frustration? Ma frustration, elle est quand même, je veux dire que quand vous défendez des amendements en série, parce que dire qu'on propose pas, je crois que le groupe en est à 2495 amendements proposés. Moi, j'ai fait 3 propositions de loi. Je me suis bagarré sur le burn-out, sur le financement de la psychiatrie. La semaine dernière, pour les journalistes, j'ai porté, je sais pas trop, des dizaines d'amendements sur le secret, des fake news et du secret des sources. Sur le secret des affaires, pour pouvoir, par exemple, que les journalistes, il y ait une obligation des PDG de répondre aux journalistes quand on les voit fuir régulièrement leurs responsabilités, pour que les journalistes puissent accéder aux entreprises, pour que les rapports d'inspection du travail ou de l'ADREAL soient rendus publics, enfin un certain nombre d'amendements comme ça. Quand vous bagarrez comme ça en série, et puis que c'est non, quand c'est la loi du scrutin législatif. Oui, vous êtes un groupe minoritaire. Tant que vous n'êtes pas dans la majorité, en tout cas, François Ruffin, il faudra vous y plier. Vous savez, il y a quelque chose quand même qui est, à un moment, la fonction. Je savais que c'était pesant, la fonction. Ce que je veux dire, c'est, vous avez des gens à la buvette, ils sont sympas, ils discutent avec vous, c'est cool comme ça, on a des points d'accord, des points de désaccord, et boum, vous rentrez dans l'hémicycle, et machin se fige, quoi. Et ça, moi, j'y arrive pas comme ça. François Ruffin, vous aviez dans votre tribune, comme vous dites, parce que y a une part aussi de symbole, vous avez dit, moi, je vais ne prendre que le SMIC. Je serai un député SMICard. D'abord, est-ce que aujourd'hui c'est le cas? Oui, c'est le cas, mais je m'en Donc fiche. la différence, vous faites quoi? Vous la reversez aux associations? Je fais 3 chèques de 1 000 € tous les mois à des associations, donc ça me laisse de quoi avoir le SMIC, plus ce qui va m'être prélevé en impôt sur le revenu, parce que je vais quand même être imposé. Mais vous vivez du SMIC ou vous touchez le SMIC? Non, parce que vous avez quand même d'autres revenus. Non, oui, j'ai d'autres revenus. Votre film, Fakir. Non, Fakir, je suis pas payé, je l'ai pas été, je suis bénévole à Fakir depuis des années. En revanche, j'ai touché de l'argent sur le film, et je peux pas nier que ça soit une trésorerie dans laquelle je puise régulièrement. Parce que moi, Parce que le SMIC, ça suffit pas. Ben oui, parce que le SMIC, ça suffit pas. Vous savez, moi, j'ai dit, je me mets au SMIC, mais tout de suite, je demande à ce que le SMIC soit relevé à 1 500 €. Hein. Donc, je sais bien que la difficulté qu'il y a à vivre avec des petits revenus comme ça, et ça vaut pour moi comme pour d'autres, alors que je suis propriétaire de ma maison. Ce qui n'est pas le cas de plein de gens. Oui, donc vous n'avez pas à payer pour votre logement, vous n'avez pas à payer pour vos transports, puisque vous êtes député. Non, mais moi, j'ai pas de souci, si vous voulez, vraiment. J'ai aucun souci. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'est-ce que j'apporte aux gens. Vous savez, de toute façon, même pour plein de gens, c'est pas le burn-out, par exemple, c'est pas seulement le surmenage. C'est un moment quel est le sens de son travail. Moi, je m'interroge sur le sens de mon travail de parlementaire. Mais je pense que, par exemple, les cheminots, s'ils se mobilisent,
c'est pas seulement sur les questions de statut, c'est sur quel est le sens de leur travail quand une bonne partie de leur travail, c'est d'annoncer que les trains sont en retard régulièrement, qu'il n'y a pas de locomotive, que le matériel est pas bon. Les gens dans les EHPAD, ils sont pas bien. Mais c'est pas seulement pour des questions de revenus, c'est pas seulement pour des questions de course, de surmenage, c'est parce que le sens de leur métier, qui est d'humain, qui est de soigner, eh ben pour eux, il disparaît. Et vous dites, François Ruffin, je m'interroge sur mon travail. Alors bien sûr, c'était un poisson d'avril, mais est-ce que, en vrai de vrai, ça vous a pas quand même parfois traversé l'esprit? Si, ça m'a traversé l'esprit, bien sûr. De toute façon, vous savez, moi, je suis fait de plein d'états d'âme. Hein. Donc, c'est des montagnes russes, ça c'est clair. Donc, bien sûr que ça m'a traversé l'esprit. Maintenant, je sens quand même ce que j'apporte aux gens. Et vous savez, c'est le point de comparaison. Bon, Stéphane Gatignon, il est maire, il se dit putain, pardon, j'ai pas. Je pense qu'il se le dit comme ça, en ces termes-là. Donc n'ayez crainte. J'ai pas un rond. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis l'autre qui fait ses beaux discours en disant que les banlieues c'est vachement essentiel et tout ça. Moi, je pars pas de là. Moi, mon point de départ, c'est quoi? C'est un petit journal où quand je m'exprime, tout le monde s'en fout. Et maintenant, je fais une vidéo où je parle des femmes de ménage, ce que j'ai toujours, je veux dire, et elle est regardée. Je porte depuis des années, et ça dépasse les 12 millions de vues sur Facebook. Bon, bah voilà. Alors les gens, ils regardent pas pendant. Mais de ce point de vue-là, ça veut dire que la tribune, en tout cas, là, c'est une tribune qui fonctionne. Et je pense que c'est une tribune qui. Et on le voit encore, on le voit encore puisque vous êtes notre invité de ce dimanche soir. C'est l'heure de regarder dans le rétro. Isabelle Pincé pour ce C'est pour aujourd'hui ou pour demain s'est intéressée à ce qui se passe dans la cour des Invalides, tristement devenue récurrente dans notre actualité mémorielle. Dans la cour des Invalides, la police parisienne célèbre le souvenir de ces 212 morts tombés héroïquement pendant l'insurrection. Alain Mimoun, nous vous faisons officier de la Légion d'honneur. Nous les Africains qui revenons venant des colonies pour sauver la race, nous avons tout quitté. Les harkis ne sauraient demeurer les oubliés d'une histoire enfouie. Nul désormais ne racontera plus à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants la vie terrible des tranchées. Nul n'entendra plus le vieux poilu dire à ses petits-enfants ou à ses arrière-petits-enfants « Ne faites plus jamais la guerre ». Nick Alexander, 35 ans. Jean-Jacques Amiot, 68 ans. Armel Antisévic Pumir, 46 ans. 130 vies arrachées, 130 destins fauchés, 130 rires que l'on n'entendra plus, 130 voix qui à jamais se sont tues. Et il avait juré de faire corps avec un idéal plus grand et plus haut. Et cet idéal, c'était le service de la France. L'hommage à Arnaud Beltrame, vous y étiez? Non, j'y étais pas. Parce que vous vouliez pas ou non, parce que vous pouviez pas? C'est juste, il y a des moments, je vous disais que j'avais fait le poisson avec mes enfants et il y a des moments que je réserve à ma famille. Voilà, c'est tout. Mais disons que si vous aviez pu y aller, il n'y avait pas de sujet pour vous. Puisqu'on est au moment de Pâques, je pense que c'est ce genre de gestes, ce sont des gestes qui nous interrogent tous. Avec cette évidence de l'héroïsme, mais moi ce que je lis là-dedans, c'est que il y a des hommes, évidemment lui, mais je pense qu'il y a une part d'Arnaud Beltrame en plein d'hommes, c'est-à-dire de dépasser ses intérêts personnels pour se mettre au service d'une transcendance. Alors là, ça peut être la patrie, ça peut être l'honneur, ça peut être tout ça, mais il y a plein de gens qui aujourd'hui ont une part de ça en eux, et c'est ce qu'il faut cultiver, quoi.